Je sens que ce film va être super dur à critiquer. Parce que Spider-Man Homecoming est un film qui est propre à lui-même, dans la mesure où il est maintenant dans l'univers du MCU, donc on peut pas le comparer aux anciens Spider-Man qui n'ont rien à voir, et moi qui suis pas lecteur du comics, je peux pas non plus le comparer aux comics, ce qui fait que j'ai qu'une seule entité à critiquer, c'est-à-dire Spider-Man Homecoming en lui-même, au sein du MCU. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou, et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo consacrée à Iron Spider-Man, l'homme aux 1862 gadgets. Non parce que c'est un bordel, hein, go gadget aux toiles là-dessus, j'ai jamais vu ça. Un film de Jon Watts avec bien sûr Tom Holland dans le rôle de Spider-Man. On retrouve Robert Downey Jr., j'allais dire Jon Favreau avant, donc toujours Jon Favreau, et Michael Keaton dans le rôle du vautour. Un film donc ancré au sein du MCU qui m'a laissé une bonne surprise, sincèrement. Je pensais pas, en fait, j'avais beaucoup peur de ce film-là. Et Spider-Man n'est pas un personnage forcément toujours joyeux. Il y a beaucoup d'introspection sur ce personnage-là. C'est un peu le défaut du film, là. On est sur un teenage movie ultra classique, mais je vais y revenir. L'histoire, c'est donc celle de Peter Parker qui attend désespérément des nouvelles des Avengers, puisque ça se passe après les événements de Captain America Civil War. La scène d'introduction, d'ailleurs, reprend par caméra embarquée en mode selfie Spider-Man, qui encore avec beaucoup d'humour relate les événements de Captain America Civil War et donc son entrée au sein, si j'ose dire, de l'univers de Tony Stark. Pendant ce temps-là, le vautour, incarné par Michael Keaton, va faire ses premières apparitions. On a un Spider-Man qui fait déjà ses gammes, qui cherche à montrer justement au reste du monde et au reste de New York qu'il est une des valeurs sûres des super-héros et qu'il peut aider les Avengers. Et le film fera jaser à mon avis, parce que voilà, on n'a pas forcément cette vision de Spider-Man très technologique, avec un costume qui est ultra technologique, fabriqué par Tony Stark, où il a 566 modèles de toiles différentes, etc. C'est vrai que sur le coup, ça peut surprendre un peu, mais au moins essayer de relater l'originalité, je parle purement cinématographique, de ce qu'a essayé de faire Jon Watts avec Spider-Man Homecoming. Et il est vraiment super bien retranscrit dans l'univers Marvel. Après, on aime l'univers Marvel ou pas, je veux dire, on y voit ce qu'on doit y trouver, hein. C'est encore une fois très film pour enfants, avec beaucoup de second degré, beaucoup d'humour, encore que l'humour marche vraiment très bien, j'ai trouvé dans ce film-là, comparé à certains autres, notamment Doctor Strange, où là c'était franchement pas terrible. Bien meublé dans l'ensemble, on a les événements du premier Avengers, ensuite on va avoir les événements de Captain America, on a beaucoup d'événements qui se reflètent, on a beaucoup de caméos, d'ailleurs il y a pas mal de caméos, cette vidéo sera sans spoil, mais il y a pas mal de petites séquences, comme vous avez pu le voir dans les bandes annonces avec Captain America, qui sont à mourir de rire. Tom Holland est franchement très bon dans le rôle de Spider-Man. Je trouve que toutes ces remises en question, sa vie de lycéen, sa vie un petit peu de tous les jours avec Tante May, etc. sont plutôt sympas. C'est très moderne dans la manière de filmer, dans la manière d'aborder certains sujets. Et le personnage en lui-même de Spider-Man qui, encore une fois, place des situations humoristiques. Encore faut-il apprécier, voilà, le fait que maintenant, niveau technologique, on est presque sur un costume limite robotique, avec beaucoup de gadgets, un parachute sur son dos, une sorte de wingsuit pour qu'il puisse justement planer. Bon, c'est vrai que là-dessus, il faut aimer le délire, parce que c'est pas du tout l'univers de Spider-Man qu'on peut trouver en règle générale, et c'est pas du tout l'image qu'on peut se faire du tisseur de toile, qui est pour moi l'un de mes protagonistes préférés. J'ai beaucoup aimé aussi, même si j'aimais plusieurs réserves, le personnage de Michael Keaton, du vautour. Finalement, je l'ai trouvé assez sobre, mais efficace, limite si le personnage, donc, enfin l'acteur Michael Keaton, était pas trop bon pour jouer un personnage comme ça. Est-ce qu'on n'est pas allé taper dans un acteur beaucoup trop lourd pour un personnage comme le vautour? C'est un méchant complexe, c'est pas un méchant qui a juste une envie de tuer, etc. Il y a un vrai parti pris, il y a une vraie histoire derrière ce personnage qu'on relate tout au long du film, et il y a surtout un twist au milieu du film que l'on n'attend pas du tout, que je tairai, qui concerne le personnage de Michael Keaton, qui est là, quand tu le vois, tu fais « Ah !» Dans les autres points que j'ai bien aimé, sincèrement, le duo, le tandem entre Robert Downey Jr. et Tom Holland, un petit peu ce rapport père-fils. D'ailleurs, Robert Downey Jr., donc Iron Man, le dit plusieurs fois à Peter Parker, « Ah là là, tu devrais pas faire ça, tu devrais pas faire ça, mais j'aime pas te dire ça parce qu'on dirait, j'ai cru entendre mon père à l'époque. » Et c'est vrai que ce côté un peu père-fils par adoption, avec de grands pouvoirs qui impliquent de grandes responsabilités, ça c'est vrai que c'est une phrase qu'on entend dans les premiers Spider-Man, et qu'on retrouve beaucoup sans vraiment le dire dans les paroles d'Iron Man. Ça te donne de l'empathie pour ces personnages-là, et tu te rends compte, que Iron Man n'est pas seulement un richissime sans cœur, etc., et qu'à mon avis, ça doit le travailler de pas encore avoir de gamin, et qu'il le considère vraiment comme un fils un petit peu spirituel, et quand il lui dit justement des phrases comme j'espérais que tu sois meilleur que moi plus tard, pour quelqu'un qui a autant d'ego d'Iron Man, c'est quand même une sacrée phrase, et c'est ce genre de phrases lourdes de sens qui font qu'on a vraiment un univers du MCU qui est vraiment bien construit maintenant, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut pas nier le fait que ce qu'ils ont construit, c'est quand même assez impressionnant. Parce que là, tous
s'emboîte, tout est connecté, c'est vraiment ultra fluide dans la manière de travailler chacun des personnages au fur et à mesure des films, et c'est super crédible et super réaliste dans la manière dont ils se connaissent tous et dans la manière dont tout évolue. Maintenant, dans les personnages, il y a des trucs que je comprends pas. Par exemple, Flash qui est indien. On aurait mis Cyril Hanouna, c'est pareil, hein. Bonjour mes petites beautés. Après, je suis pas lecteur des comics, mais depuis quand Flash fait des décathlons académiques intellectuels? Je sais pas. Tante May aussi, hein, c'est un peu frustrant de savoir que pendant tout le film, le spectateur a plus ou moins envie de la choper, hein, Après, c'est vraiment, comme je le disais, de ce que vous voyez de Spider-Man, de la vision que vous pouvez avoir de Spider-Man. C'est vrai que moi, dans la vision que j'avais des films d'avant, ou même des comics, Tante May, c'est pas quelqu'un que foncièrement t'as envie de choper, qui se fait draguer. Là, on a vraiment des scènes où Tante May dit « Non, mais écoute, la nana, tu devrais la prendre comme ça, un petit tango, collé la petite !» Et de manière de réalisation, on oscille entre une réalisation de la part de John Watts, qui est par moments très travaillée, avec beaucoup de couleurs, un soin apporté au décor, un soin apporté au costume de Spider-Man. Encore une fois, c'est vrai que c'est très coloré, c'est très beau à regarder, assez fluide, assez rapide, dans la plus grande tradition de ce que peut être un film de Spider-Man. Ça vacille dans tous les sens. On a d'ailleurs une scène d'action dans un ferry avec Spider-Man qui est franchement une des plus belles scènes que j'ai eu l'occasion de voir dans un MCU. Et là, pour le coup, les scènes les plus recherchées, les scènes les plus dures et les scènes les plus travaillées n'ont pas besoin de musique pour être vraiment enivrantes et pour prendre au trip du spectateur. Et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant. Il y a beaucoup de juste milieu dans ce film qui font que la réalisation est soignée, même si la dernière scène, la scène finale, le combat final entre le vautour et Spider-Man est un borderline total qui, par moment, te fait un petit peu sortir du truc. Je reviendrai pas sur cette scène pour éviter les spoilers, mais il y a beaucoup d'incohérences là-dessus. Et hormis cette scène-là, la réalisation, je l'ai trouvée franchement assez surprenante et très propre pour un film MCU. Donc finalement, je pense que Spider-Man Homecoming plaira aux amateurs du MCU et sera peut-être un petit peu décevant pour tous ceux qui ont une vision particulière de Spider-Man et tous ceux qui ont été ancrés dans les comics et dans les anciens films de Spider-Man. Et le problème, c'est que le film est tellement teenage movie pour faire plaisir aux enfants, avec de l'humour pour enfants, avec des situations pour enfants. Are you an Avenger? Yeah, basically. Et du coup, je trouve que l'enjeu est vraiment super important et les réalisateurs et les producteurs ont dû s'en rendre compte parce que gérer un personnage comme ça et en faire finalement qu'un film de transition, parce que là on se rend compte que c'est un film qui est là pour faire attendre Avengers 3. Je pense que si ce film-là n'avait pas existé, la face même du MCU on n'aurait pas été forcément changé, quoi. C'est un film de transition, mais est-ce que ça va plaire aux gens qui trouvent que Spider-Man c'est une entité exceptionnelle dans l'univers des super-héros? Je pense pas, parce que là pour le coup, gérer un des personnages les plus fouillis, les plus travaillés, les plus intéressants qui soient, le faire ancrer dans un film qui est finalement juste une transition pour les épisodes suivants, c'est un peu frustrant. Je pense que c'est un peu frustrant et c'est peut-être ça le problème principal avec 2-3 trucs voilà, qui peuvent un petit peu secouer les méninges de celui qui voit Spider-Man comme le vrai tisseur de toile pur. Je pense que c'est ça le problème. C'est qu'un film géré comme ça, comme un teenage movie de transition pour aller vers autre chose, ça peut décontenancer quelques personnes qui pourront se dire bon bah voilà écoute ça fait des années et des années que j'attends Spider-Man, bah ils auraient pu laisser The Amazing Spider-Man 3 et re-signer Andrew Garfield pour un troisième, ça aurait peut-être été un peu plus intéressant quoi. Là on a l'impression voilà que c'est un film où c'est pas un film sur Spider-Man, c'est un film avec Spider-Man. C'est un film du MCU où on s'est dit bah tiens, on va mettre Spider-Man dans le rôle titre et puis on va lutter contre le vautour et puis voilà, ensuite on va enchaîner sur autre chose. C'est pour moi la meilleure conclusion que je peux faire parce que je l'ai senti comme ça. Mais je pense que ça en laissera malheureusement beaucoup sur leur fin. Voilà, c'est tout pour cette critique, j'espère que vous l'aurez apprécié. Dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à donner votre point de vue. D'ici là, on se retrouve dans 2-3 jours pour une vidéo surprise, et puis ensuite pour une critique old school, et puis pour du Walking Dead, et puis pour la planète des singes que je vais aller voir en avance, et que je vais ressortir en avance, la planète des singes suprématie, vidéo garantie ce spoiler, et puis ensuite il y aura Dunkerque, et puis putain, quel mois de juillet, quel mois d'août, j'adore la vie.